Bonjour et bienvenue. Accompagné de Dragon, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle émission de la série Tous les vétérinaires en cause, produite par l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Aujourd'hui, une émission vraiment spéciale parce que pour la première fois, on a réuni autour d'une table et d'un même sujet des médecins, des vétérinaires et des biologistes qui vont venir nous parler de cette maladie et en particulier de la tique qui la transmet. Mais pour animer cette belle journée et cette belle émission, on a avec nous la chance et le plaisir de recevoir notre animatrice, Mme Jocelyne Cazin. Bonjour, Dr. Pépin. Effectivement, ça me fait un immense plaisir d'animer cette émission aujourd'hui qui s'adresse aux professionnels de la santé humaine et animale. Vous le savez, depuis quelques années, un monde, une santé, une médecine fait de plus en plus son œuvre à travers le monde et ça, c'est excellent parce que ça rassemble les médecins et les médecins vétérinaires ensemble qui doivent partager leurs informations. Alors aujourd'hui, avec nos invités, on va tenter d'en savoir un petit peu plus sur l'une des maladies qui est émergente, malheureusement, et qui fait son œuvre et qui fait aussi beaucoup de dommages. Cela s'appelle la maladie de Lyme. Docteur Pépin, j'ai quelque chose dans les mains et je suis franchement pas très rassurée de ce que j'ai dans les mains. Est-ce que c'est dangereux, cette histoire-là? Parce que ça a l'air d'un petit pois tellement inoffensif. Oui, c'est une tique, en fait, puis elle est grosse parce qu'elle est gorgée de sang. Et la maladie de Lyme, dans le fond, c'est une maladie causée par une bactérie qui est transmise par cette petite tique sous forme de morsure qui est faite aux humains et aux animaux. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire sur la maladie de Lyme parce qu'on a vraiment des spécialistes au cours de l'émission qui vont vraiment là, vous expliquer là, le cycle de cette tique-là et les dommages qu'elle peut faire. Alors, d'ailleurs, restez avec nous parce qu'après la pause, nous allons recevoir deux invités qui, malheureusement, ont contracté la maladie de Lyme et qui sont aussi des médecins vétérinaires. Et pour les médecins qui nous regardent à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez contacter par notre site Web, nous transmettre vos questions, transmettre vos commentaires. Il y a des gens ici autour de la table, des spécialistes qui sont avec nous en direct sur Internet pour répondre à vos questions. Donc, on se retrouvera après la pause? Absolument. Merci. Merci. Dans ce premier segment, nous allons avoir le plaisir de recevoir deux médecins vétérinaires, mais qui ont eu la malchance de contracter la maladie de Lyme. Alors, leur témoignage et leur expérience professionnelle va certainement nous bénéficier à tous. On va en apprendre un peu plus. Alors, avec moi, tout d'abord, Dr. Jocelyne Mason. Bonjour, Dr. Mason. Bonjour. Bon, vous allez nous raconter les premiers signes de cette maladie. Comment ça s'est manifesté? Je pense que vous étiez en voyage. Oui, j'étais en France avec ma famille, mon fils de 6 mois, puis mon chum, puis pour un mariage de nos amis. Puis après 3 jours d'être là, j'ai développé les symptômes. J'ai eu mal à la tête, des douleurs partout. J'ai eu une fièvre. Puis 3 jours plus tard, j'ai développé la photophobie. Et la douleur dans ma cou, puis c'était pire. Est-ce que vous étiez pas en ville, là? Vous étiez dans la forêt, vous étiez dans la nature? Quand j'ai contracté? Oui. Je pense que c'était quand j'ai visité le upstate New York, aux États-Unis, la semaine avant ma voyage. Mais c'est en France que ça s'est manifesté. Exactement. Mais est-ce qu'on a diagnostiqué assez rapidement quand même? À partir du moment, là, quand vous aviez ces symptômes-là, vous êtes allé voir un médecin à l'hôpital? Oui, j'étais hospitalisée à Bordeaux pendant 2 jours et demi. Après 1 semaine et demie en France. Mm-hmm. Puis le médecin là fait beaucoup de tests, prise de sang, puis le puncture lombaire, mais ce n'était pas clair parce que j'ai développé la lésion cutanée seulement après j'ai revenu au Québec 3 semaines plus tard. Donc, ça a pris du temps avant qu'on diagnostique que vous aviez la maladie de Lyme. Oui. Au début, le médecin pensait que j'ai eu viral meningitis, mm-hmm. Mais finalement, tous les tests étaient négatifs. À partir du moment où on vous dit vous êtes atteinte de la maladie de Lyme, vous êtes médecin vétérinaire, donc vous savez un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que vous vous souvenez avoir été piqué par une tique?
J'ai jamais vu un tic sur moi. On a pensé que peut-être c'était un nymphe qui m'a piqué. Désolée, mon frère. Oui, très bien. Oui. Parce que j'ai jamais vu... Vous ne vous êtes jamais rendu compte d'avoir été piqué par cette tique? Oui. Bon. Et là, vous avez eu des traitements? Oui, j'ai reçu un mois d'antibiotiques, de doxycycline, parce que je suis allergique à la pénicilline. Puis, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez réagi fortement à ces traitements-là? Oui, j'ai développé, après 3 jours de traitement, j'ai développé paralysie faciale. C'était scary, vraiment. C'était à faire peur. Oui, oui. Alors, après ça, j'ai retenu mon médecin, puis il a commencé un autre drug qui va cross the blood-brain barrier. Parce qu'on a pensé, c'était le premier cas, il a vu où la personne développait la paralysie pendant le traitement. C'était rare. Bon, tout ce malheur a duré combien de temps, Dr. Mason? Encore? Toute cette maladie Oui. a duré combien de temps? Pendant combien de temps vous avez été vraiment malade? Oh, pendant un mois, mais encore je suis fatiguée un peu, c'est reste, mais tous les autres symptômes, they stopped relatively quick. Oui. Oui. Mais ça a changé quand même votre vie. Est-ce que vous êtes retourné au travail, par exemple? Oui, c'était un peu déçu parce que le fatigué puis les autres symptômes, mais je suis correcte maintenant. Vous vous considérez comme guéri? Oui. Et ça va bien? Oui. Mais j'imagine que vous êtes prudente dans vos déplacements, par exemple, ou le moindre symptôme qui se produit, vous êtes très concernée. Oui, au début, oui. Après, quand j'ai eu le neck pain, j'étais... c'est pas... au début, j'ai pensé que c'était la grippe, oui. Mais éventuellement, c'est pas ça. Dr. Mason, merci et bon courage pour la suite. Oui, merci. Merci. Maintenant, avec nous, Dr. Mélanie Vachon, qui est médecin vétérinaire en arrêt de travail. Et si la Dr. Mason semble avoir souffert de la forme aiguë de la maladie, eh bien, Dr. Vachon semble avoir la forme chronique de la maladie de Lyme. Bonjour, Dr. Vachon. Bonjour. Bon, alors, vous avez contracté cette maladie de quelle façon? Moi, en fait, je ne sais pas si c'est arrivé au travail ou pendant que je faisais des sports de plein air, parce que moi non plus, j'ai jamais vu la tique me piquer. Oui. C'est à un moment donné, je prenais ma douche, puis j'ai aperçu une espèce de comédon que j'avais à l'aine droite. C'était vraiment petit, il y a comme un point noir. Puis j'en ai pas fait de cas, mais au bout de 2-3 jours, ça avait triplé de taille. Oh! Fait que c'était comme un comédon de compétition. Ça fait que là, je me suis mis à le pincer, à essayer de vider ça. Ouais. Ça m'a pris vraiment plein de tentatives, c'était vraiment difficile à faire. Puis quand j'ai finalement réussi, après avoir fait des compresses d'eau chaude, c'était pas du sébum qui est sorti de là. C'était comme c'était filamenteux, c'était foncé, ça ressemblait... Je me souviens avoir pensé que ça ressemblait à des pattes d'araignée ou à des cils. C'était vraiment filamentaire. Même à ce moment-là, j'ai pas allumé que ça pouvait être une tique, là. Et pourtant, vous connaissiez la maladie de Lyme, oui. Vous connaissiez les tiques. Oui, exactement. Mais jamais ça ne vous est venu dans la tête de penser tout. que ça pouvait être ça. Du tout. Je savais pas que... Premièrement, je savais pas que les nymphes pouvaient piquer. Parce que c'était probablement une nymphe, finalement, parce qu'une tique adulte, c'est plus gros que ça, là. Mm-hmm. Moi, c'est ce que j'avais vu chez les chiens, c'était vraiment gros, là. Donc, je savais pas que les nymphes pouvaient piquer, puis je savais pas non plus que les nymphes avaient tendance à s'invaginer dans la peau. Et c'est pour ça que ça ressemblait à un comédon. Dans le fond, elle n'a pas juste piqué, puis elle a pris son repas. Avant de prendre son repas, elle s'est enfoncée dans la peau. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai passé à côté. Puis même, j'ai développé la lésion classique d'érythème migrant. Mm-hmm. Mais au lieu d'être en forme de cible, comme nous, on apprend dans nos livres, c'était un ovale. C'était une rougeur en forme d'ovale. Il y avait pas de... Ça ressemblait pas à une cible du tout. Et les symptômes, comment se sont-ils manifestés à partir de ce moment-là? J'ai commencé avec une grosse grippe que j'ai eue en plein été. Mais encore là, j'ai pas fait le lien avec... j'ai pas additionné... Ça a pris du temps? Ben oui, tu sais, en dedans d'un mois et demi, là, il y avait rien. J'avais déjà eu une grippe durant l'été, là. J'en ai
j'en ai pas fait de cas. Mais par contre, dans les mois qui ont suivi, je dirais les 3 mois qui ont suivi, là, ma santé a commencé à chuter. J'ai commencé à avoir des pertes de mémoire, des gros troubles de concentration au travail. J'étais tout le temps épuisée, vidée. Et jamais ne vous est venue l'idée d'aller voir un médecin? Vous qui êtes médecin. Ben oui, je suis allée voir un médecin. Oui, oui. Mais ça a pris du temps, au bout de combien de temps? Mais c'était pas... J'ai jamais pensé... Les fois où j'ai consulté, c'est à propos de mes problèmes d'insomnie, à propos des problèmes... J'avais des impatiences dans les jambes. Tu sais, je suis allée symptôme par symptôme, parce qu'ils sont arrivés quand même un après l'autre. Mais il n'y a jamais personne qui m'a demandé si j'avais eu une grippe, si j'avais été piquée. Tu sais, personne n'a rassemblé ça, et moi-même, j'ai jamais tout rassemblé, ces pièces de puzzle-là. Et ça aurait pu s'apparenter à d'autres types de maladies, comme par exemple la fibromyalgie ou la sclérose en plaques. Est-ce que ça peut ressembler à ces types de maladies? Au bout de 10 ans, parce que moi j'ai été malade 10 ans, pendant 10 ans, là, j'ai passé d'un spécialiste à l'autre, puis chacun regardait vraiment un système à la fois. Oh là là. J'avais beau dire que tous mes symptômes étaient probablement tous interreliés parce qu'ils avaient commencé à apparaître un après l'autre, puis ils revenaient de façon cyclique aussi. Les médecins spécialistes, ils ne croyaient pas. Donc, ils continuaient à regarder vraiment un système à la fois. Puis, je pense que ça a pris... c'est ça. Le diagnostic de fibromyalgie, là, je l'ai eu après 10 ans. Vous l'avez eu aussi, Oui, j'ai eu diagnostic? diagnostic de côlon irritable pour mes problèmes digestifs, dépression pour mes problèmes psychiques. Mon Dieu... Mais alors, à ce moment-là, à quel moment on a découvert que c'était la maladie de Lyme? Au Québec, on ne l'a jamais découvert. Moi, ici au Québec, j'ai plein de diagnostics là, pour chacun de mes bobos, mais je n'ai pas la maladie de Lyme. Moi, j'ai traversé aux États-Unis pour recevoir un diagnostic parce qu'ici, la forme chronique, ça commence à être envisageable, là, mais c'était très mal connu. C'était pas très accepté dans le milieu scientifique là, jusqu'à récemment. Aux États-Unis, là, oui, il y a certains médecins qui reconnaissent la forme chronique. Et donc, j'ai commencé les traitements en 2013, en décembre 2013. Ah, mais c'est relativement nouveau. C'est nouveau. Puis quand ça fait 10-11 ans qu'on est piqué par la tique, la bactérie a eu le temps de s'enfouir dans les tissus, de faire beaucoup de dommages, ce qui fait que le traitement antibiotique, au lieu d'être quelques mois, bien, il y a quelques années. Et quelle sorte de traitement est-ce que vous suivez? C'est du gros traitement. Oui? Oui. Quand j'ai vu ça au début comme vétérinaire, j'ai fait le saut. Là. C'est vraiment des combinaisons d'antibiotiques, d'antiparasitaires puis de suppléments naturels. Fait que c'est solide. Je peux pas dire j'ai pas d'effet secondaire. Là. Comparativement, mon Dieu, à ce que j'ai eu avec des antidépresseurs puis certaines catégories d'antidouleurs, là, c'est rien. Par contre, ce que ça fait, c'est que les antibiotiques tuent la bactérie. Puis quand la bactérie elle meurt, elle libère des toxines puis des neurotoxines. Puis c'est ça qui crée plein de problèmes. Là. Alors, vous, votre vie a été complètement transformée, elle a complètement changé. Complètement. Moi, pendant 10 ans, j'ai vécu à moitié. Je dis à moitié, je vivais pas pendant 10 ans. Là. À la fin, là, j'étais rendue en fauteuil roulant. Là. Oui. Je chantais, j'avais des engourdissements partout, je chantais presque plus mes jambes, mes bras, j'étais plus capable de... Un verre d'eau, c'était beaucoup trop lourd pour moi. Là. Est-ce que je comprends qu'aujourd'hui, vous ne travaillez toujours pas comme médecin vétérinaire, mais est-ce que vous espérez retravailler un jour? Comme vétérinaire, ça va faire trop longtemps. Parce que finalement, j'ai pas pratiqué longtemps la médecine vétérinaire. Moi, j'ai été piquée, ça faisait 1 an que j'étais sortie de l'école. J'ai réussi à travailler pendant 2 ans, mais après 2 ans, là, j'avais trop de symptômes, j'étais plus en mesure de travailler, fait que ça fait longtemps. Là. Docteur Vachon, je vous souhaite bon courage. Docteur Mason, merci infiniment. Puis je pense qu'on peut retrouver notre collègue Docteur Michel Pépin, qui a peut-être des questions avec les gens de la salle. Effectivement, Jocelyne. Et d'ailleurs, j'ai avec moi le co-directeur de l'Association des médecins vétérinaires du Québec pour notre comité scientifique, Dr Michel Chénier. Dr Chénier, tout au long de l'émission, va justement poser des questions que les vétérinaires se sont posées lors de notre sondage qu'on a effectué en février dernier. Donc, Dr Chénier, je pense que vous avez déjà une question préparée pour le Dr Mélanie Vachon. Fait que je vous passe le micro. Oui, bonjour, Dr Vachon. Bonjour. Alors, écoutez, quand on regarde, il y a vraiment une controverse tant qu'à l'antibiothérapie dans les cas chroniques de maladie de Lyme. Vous êtes allé, comme vous l'avez dit, aux États-Unis pour faire soigner. Et puis, je pense que c'est embêtant de savoir, tant qu'à la durée de l'antibiothérapie, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ça? C'est une question que tout le monde se pose
hein, beaucoup, tant dans le milieu humain que vétérinaire aussi. On regarde dans tous les sites Internet hein, qui parlent de cette maladie. C'est un sujet controversé. Dans le fond, ce que moi j'ai réalisé quand j'ai commencé à explorer la piste de la maladie de Lyme, parce que ça a pris plusieurs années avant que j'y pense, quand j'ai commencé à explorer, j'ai vu qu'il y avait une controverse depuis le départ, depuis le début que la maladie de Lyme a été découverte. Donc, dès le départ, il y avait vraiment deux écoles de pensée qui s'opposaient, qui ne voyaient pas du tout la maladie de la même façon, pas juste le traitement, là, le diagnostic aussi, là, la cause. Ce qui fait que quand que j'ai envisagé la maladie de Lyme, bien, j'ai voulu éplucher le dossier. Je me suis dit, me faire moi-même ma propre idée. Je suis vétérinaire, m'en profiter. Fait que je vais éplucher toutes les études. Fait que j'ai pris, dans le fond, tu sais, les médecins utilisent comme des lignes directrices pour prendre en charge chacune des maladies. Alors, j'ai pris les lignes directrices de la version officielle que j'avais appris à l'école, qui a été créée par des infectiologues aux États-Unis. Puis c'est les mêmes lignes directrices qu'on a ici au Québec. Donc, j'ai regardé toutes les références sur lesquelles ils s'appuyaient. Je les ai toutes fouillées. Puis ensuite de ça, je suis allée dans l'autre camp et puis j'ai fait la même chose. Eux autres aussi avaient leurs lignes directrices qui ne sont pas officiellement acceptées. J'ai quand même tout épluché les références et j'ai comparé ça. Et ce qui m'est apparu, et jamais je ne m'attendais pas du tout à ça, ce qui avait été fait par les comités d'experts, les infectiologues, la version qui est publiée dans les grands journaux médicaux ici, c'était truffé de biais, là. Il y avait des biais dans la méthodologie des études, il y avait des biais financiers, il y avait beaucoup d'opinions, beaucoup de décisions hâtives prises sur avec pas assez de preuves. Ça ressemblait vraiment à des opinions. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. Là. Puis j'étais moi-même surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Là. Moi, je me fiais à cette version-là. C'était celle que j'avais appris à l'école. Là. Je faisais confiance. Et puis quand je suis arrivée à étudier l'autre batch de référence, là, j'ai vu à quel point c'était solide. C'était vraiment, vraiment solide. Puis ça contredisait vraiment complètement la version que je connaissais. Fait que j'ai été vendue assez facilement. Donc, l'antibiothérapie, j'avais pas vraiment peur, même si pour moi, ça m'apparaissait agressif comme traitement. C'était tellement bien appuyé par tellement d'études, tellement d'arguments que je me suis lancée là-dedans, en toute confiance. Merci, Dr Vachon. Restez avec nous parce qu'après la pause, on en saura un peu plus sur cette fameuse tique et également comment la maladie peut affecter nos animaux, nos amis. Dans ce deuxième segment d'émission, nous allons voir comment les animaux sont aussi malheureusement atteints de la maladie de Lyme. Avec nous, 3 spécialistes, mais aussi notre ami Dragon. Ah, Dragon, il a disparu. Bon, mais enfin, vous savez que nous avons notre ami, un beau petit chien, Dragon. Et bien sûr, on espère qu'il n'a pas cette tique à l'intérieur de son corps. Alors, nous allons tout de suite parler d'abord avec le docteur Patrick Layton, biologiste, épidémiologiste, professeur adjoint au département de pathologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Docteur Layton, merci d'être avec nous. Alors, cette tique-là, d'où ça vient? Réponse courte, c'est que nos tiques bien québécoises viennent à l'origine des États-Unis. C'est une belle exportation d'une population de tiques qui est en croissance depuis les années 70 environ. En fait, la situation, c'est celle-ci. Dans les années 50, on constatait qu'il y avait peu de tiques aux États-Unis, en Amérique du Nord, de cette espèce, Ixodes scapularis. Bien sûr, il y a d'autres types de tiques, mais qui ne transmettent pas de la maladie de Lyme. Et en grosse partie parce que l'hôte terminal pour cette tique, le chevreuil, était très chassé. Il y avait beaucoup de déforestation aux États-Unis et en fait, ce n'était pas des conditions favorables. Mais on a noté qu'il y avait deux endroits d'espèces de refuge pour cette tique, une au nord-est des États-Unis, une autre au Midwest. Puis, à partir de ces endroits-là, on a vu, depuis les années 70, une espèce d'expansion géographique, beaucoup dans le nord-est des États-Unis, et qui, en fait, s'est rendue récemment au Québec et ailleurs au Canada, dans le sud du Canada. Vous dites récemment, Dr Layton, depuis combien d'années à peu près? Bien, on sait qu'il y a eu des populations établies de la tique
depuis les années 90 à certains endroits, mais c'est vraiment depuis les années 2000 qu'on a vu l'apparition de vraiment beaucoup de tiques qui commencent à être repérés dans l'environnement au Canada. Est-ce que les tiques ont un cycle de vie? Oui, effectivement. Puis on a un beau diagramme ici. Je vous l'explique rapidement. Le cycle de vie de la tique, c'est environ 2 ans. Au Canada, ça peut s'étendre un peu plus parce qu'ici, on a les conditions de croissance pour la tique sont moins favorables et donc ça peut prolonger. Il faut qu'ils aient une certaine chaleur l'été pour passer d'un stade à l'autre. Mais essentiellement, les adultes pondent des œufs au printemps. Ces œufs-là éclosent vers l'été et on a des larves. C'est la plus petite instar de la tique et donc tellement petit qu'on ne les voit quasiment pas. Heureusement, c'est la stade de la tique qui ne transmet pas la maladie. Ensuite, ces larves-là, ils se nourrissent sur des petits mammifères. En fait, chaque stade ne se nourrit qu'une seule fois avant de passer au prochain stade. Donc, les larves se nourrissent sur les petits mammifères, passent l'hiver et se rendent au prochain stade, le nymphe. Donc là, le nymphe, on voit, il est actif au printemps. En fait, il se nourrit lui aussi surtout des petits mammifères, mais peut aussi piquer les gens, les chevreuils, etc. En fait, lui, c'est le premier stade qui peut avoir acquis la maladie parce que les tiques, eux, ils prennent la maladie en s'approvisionnant sur une hôte qui est infectée. Donc, si une souris sur laquelle il se nourrit est infectée, à ce moment-là, il peut acquérir la maladie. Ensuite, ces nymphes-là sont actives surtout au printemps, prennent encore une fois un repas de sang et deviennent des adultes qui, eux, sont actifs à l'automne. Et quand vous dites prennent un bain de sang, en fait, quand je regarde cette tique, c'est pas la tique dès le départ. Elle est gorgée de sang, celle-là. Tout à fait. Donc, les tiques, quand elles ne sont pas gorgées, sont très petites. Celle-ci est, bon, encore petite, mais beaucoup plus large et plus visible que lorsqu'elle n'est pas encore engorgée de sang. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une tique qui est presque complètement engorgée de sang. Donc, on verra un peu plus tard un diagramme qui montre, en fait, les différentes tailles de la tique. Oui, voilà. À droite, on peut voir les tiques adultes. Tout à droite, on voit une tique qui n'est pas du tout gorgée de sang, et puis les différents stades d'engorgement jusqu'à être rendu à un stade c'est complètement engorgé. Donc, celle qu'on a ici, c'est peut-être l'avant-dernière. Juste pour revenir aux différents stades de développement de la tique, à droite, on voit des tiques adultes, et à gauche, on voit des nymphes. Chacun, évidemment, peut s'enfler une fois qu'il commence à se nourrir, mais les nymphes sont beaucoup plus petites et puis on peut les voir. En fait, ils sont très difficilement détectables et c'est pour ça qu'on dit que le nymphe est vraiment le stade le plus dangereux parce que c'est le premier stade qui peut être infecté et c'est le plus difficile à détecter. Aussi, il y en a environ 10 fois plus de nymphes dans l'environnement que des adultes. Ils sont actifs le printemps, puis c'est là où les gens sortent, surtout en short, etc., puis ils se promènent dans les bois. Docteur Layton, est-ce que l'on sait maintenant comment les humains et aussi les animaux contractent la maladie? En fait, si on peut juste retourner au diagramme, en fait, on a parlé de cycle de la tique, mais là, on parle du cycle de Borrelia burgdorferi, l'agent pathogène. Lui, il réside dans l'autre réservoir qui est d'habitude des rongeurs. Les tiques qui sont infectées, ensuite, peuvent piquer les gens. Donc, l'infection se transmet par la piqûre d'une tique infectée, essentiellement. Donc, voilà, on se fait piquer. Ensuite, l'infection peut se transmettre des glandes salivaires de la tique vers l'humain après un délai de temps, suite à un certain engorgement. Est-ce qu'on aurait raison d'être inquiet de l'émergence de cette maladie ici au Québec? Inquiet, oui, étant donné que on voit de plus en plus de cas chez les humains, chez les animaux. Paniquer, je dirais non, étant donné que c'est en évolution relativement progressive et que les mesures de protection personnelle sont facilement applicables et il y a des traitements qui existent également. Donc, je pense que inquiet dans le sens qu'il faut informer le public, informer les praticiens, mais ça se prend bien en charge. Docteur Layton, merci infiniment. Je passe maintenant à Dr Marie-Claude Blais, médecin vétérinaire et professeure adjointe à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, où elle enseigne le cours sur la maladie de Lyme. Docteur Blais,
Les symptômes de cette fameuse maladie de Lyme, d'abord chez les animaux. Supposons que Dragon a des symptômes. Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? En fait, selon les données qu'on a, on sait que 90 à 95 des chiens qui vont contracter la maladie de Lyme de façon naturelle, donc qui sont séropositifs, vont avoir absolument aucun signe clinique. Donc, les chiens ont une certaine résistance naturelle. Moi, j'ai travaillé, une partie de mes études, en fait, ont été faites aux États-Unis dans 2 régions qui sont dites hautement endémiques, c'est-à-dire que 25 des chiens étaient séropositifs pour la maladie de Lyme. Oh là là! Donc, une grosse proportion de la population. Et je peux vous dire que mon impression clinique est tout à fait en concordance avec ces données-là dans la littérature. Donc, dans ces endroits-là, souvent, j'étais en charge des banques de sang, de recruter des chiens qui étaient parfaitement en santé, et 25 de mes donneurs de sang étaient séropositifs. Pour quand même répondre à la question, parce que oui, les chiens, il y a 5 à 10 des chiens naturellement infectés qui vont développer des signes cliniques. Donc, quels sont-ils? Bien, c'est des signes qui vont apparaître premièrement, puis là, c'est une grosse différence à faire avec la médecine humaine, c'est qu'on va avoir vraiment une phase qui va, une certaine latence. Hein? Ça va prendre 2 à 5 mois avant qu'on voit les premiers signes apparaître. Donc, les signes qui ont été décrits un peu plus tôt, de prurie, d'érythème cutané, les signes de grosses grippes qui peuvent apparaître tout de suite après la morsure de la tique, on ne verra pas ça chez les chiens, puis même infectés expérimentalement avec une vingtaine de tiques infectées sur eux. Ça prend 2 à 5 mois avant qu'on ait des signes de fièvre qui peuvent apparaître, un petit peu de léthargie, de la lymphadénomégalie, c'est-à-dire des gros nœuds lymphatiques finalement, et la boiterie caractéristique de la maladie de Lyme. Cette boiterie-là va apparaître d'abord dans l'articulation qui était le plus proche de la morsure, de façon classique, et pourrait migrer finalement dans les jours qui suivent dans les autres articulations. Il reste que c'est une maladie qui, si même pas traitée, la plupart du temps va être auto-limitante, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4 à 5 jours, les chiens vont se débarrasser des signes cliniques. C'est certain que quand on voit un animal qui fait de la fièvre, qui ne mange pas, qui a une bonne boiterie, puis qui est séropositif pour la maladie de Lyme, on ne retient pas nécessairement l'antibiotique parce qu'il va s'en remettre par lui-même. Hein? Donc, la réponse au traitement va être très, très efficace. Vous parlez, Dr. Blais, des chiens, mais il y a d'autres types d'animaux, j'imagine, qui peuvent attraper la maladie de Lyme, comme par exemple les chats, parce que, bon, nos animaux domestiques, ce sont surtout les chiens et les chats. Donc, est-ce que les chats peuvent en être atteints aussi? Les chats peuvent être séropositifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent bâtir des anticorps contre la maladie de Lyme, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de rapport de cas de chats qui ont développé des signes cliniques, qui sont excessivement résistants. Fait que je parlais d'une bonne résistance chez les chiens. Les chats sont encore des super-héros encore plus puissants. Et dans les symptômes, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même des similitudes avec les humains. Oui, il y a des similitudes. Par contre, les différences viennent du fait, puis là, même de côté expérimental, tout ce qui est les lésions plus sérieuses, là, vraiment plus sévères. Donc, les lésions, bon, on a parlé pruritiques, mais cardiaques, neurologiques ou encore rénales, ce sont des lésions qu'on n'a jamais réussi à créer expérimentalement chez les chiens. Par contre, on voit cliniquement ce qu'on a nommé dans la littérature la néphrite de Lyme, c'est-à-dire une atteinte au niveau des reins chez les chiens qui peut vraiment être très, très drastique. Hein. C'est une inflammation, on dit une glomérulopathie qui est très, très aiguë, qui va se développer avec une perte de protéines vraiment très intense au niveau rénal, donc mener à une baisse de protéines très importante dans le sang de l'animal. Puis ces animaux-là sont présentés de façon assez catastrophique, souvent en clinique, avec une progression vers l'insuffisance rénale très rapide et souvent la mort de l'animal. Il reste qu'on n'a pas réussi à prouver le lien entre la maladie de Lyme et cette présentation clinique-là. Est-ce que si mon animal, si Dragon, qui est mon chien, attrape cette maladie de Lyme, est-ce que je dois m'inquiéter pour moi-même? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Par contre, si votre chien a contracté la maladie de Lyme, ça veut dire que vous êtes dans un environnement qui est quand même à risque. Hein? Fait qu'il faut faire attention. Ce n'est pas une maladie qui est une zoonose, parce que votre chien pourrait vous contaminer directement, mais votre chien a été mordu par une tique qui était porteuse. Donc, dans votre environnement, ça doit vous faire dire qu'il y a un certain risque, puis il faut faire attention. Va voir un médecin, Jocelyne. Bien, va voir un médecin. Au moins, s'assurer si vous avez des symptômes, effectivement, allez voir un médecin. Mais sinon, c'est pas de s'inquiéter outre mesure, c'est de prendre conscience que
que c'est dans notre environnement. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir l'infestation par les tiques et la transmission de la maladie? C'est certain que la pierre angulaire de tout ça, c'est de prévenir l'infestation par les tiques. Puis l'infestation, c'est important de la prévenir, pas juste pour la maladie de Lyme, mais pour les autres maladies aussi qui peuvent être transmises par les tiques. Puis je pense à Anaplasma, Ehrlichia, qui sont probablement les autres conditions, d'autres noms de bébites qui peuvent être transmis au Québec. Et qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est d'autres maladies transmises par les tiques qui peuvent aussi être très sérieuses. Puis Anaplasma peut être transmis par exactement la même tique. Donc c'est important de prévenir pour s'assurer qu'on ne transmet pas ces maladies-là. Comment on le fait? Bien, c'est certain que la première chose, justement, si votre chien a la maladie de Lyme, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans votre environnement, ça veut dire qu'il y a des zones plus à risque. Est-ce que c'est les boisés? Est-ce que c'est certains parcs? On s'assure de faire un minimum de paysagement. Quand j'étais dans la région de Boston, par exemple, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un parent qui envoyait leurs enfants jouer si le gazon n'était pas coupé dans le parc de l'autre bord de la rue. Donc, il y a de la gestion publique à faire évidente. Parce qu'ils étaient sensibilisés? Parce que les gens sont sensibilisés. Quand on sait qu'une séroprévalence chez le chien est de 25 c'est clair que dans l'environnement, bien, il y a beaucoup de tiques qui sont porteuses. Fait que ça, c'est une première chose de gestion. C'est sûr que pour notre animal de compagnie, nous, bien, c'est d'essayer de se regarder. Les nymphes, c'est un peu vicieux, c'est le cas de le dire, parce qu'ils sont tout petits. Des fois, ils peuvent être difficilement manqués. Nos chiens, par contre, c'est les tiques adultes qui aiment aller les grignoter, sont plus facilement repérables. Donc, de dire qu'à chaque fois qu'on prend une marche avec notre animal dans une zone à risque, qu'on l'envoie à l'extérieur, bien, de façon quotidienne, ce que je faisais quand je ramenais mes animaux, c'est littéralement des flattés du bout des doigts pour essayer de trouver des tiques. Puis dans des zones comme Boston, bien, j'en trouvais de façon systématique au printemps, peut-être 5 à 10. Ça, c'est une première étape qui est simple à faire. Mais il faut dire que si l'animal a le poil long, si l'animal a le poil foncé, c'est pas si gros que ça. C'est pas si facile ça à repérer. Ah, c'est tout petit. Oui. Donc, on est chanceux en médecine vétérinaire, puis surtout plus récemment, pour avoir un arsenal thérapeutique qui peut nous aider à prévenir carrément la contamination. On a, par exemple, des colliers qui contiennent de la mitraze, des produits. On a certaines permétrines qui peuvent être appliquées directement sur l'animal. Et tout récemment, il y a des molécules qui peuvent être données finalement par la bouche aussi, qui vont permettre de tuer très rapidement les tiques qu'on va avoir ratées comme ça, là, comme détection. Est-ce que vous conseilleriez à tous les propriétaires de chiens d'avoir un collier anti-tique? Que le chien en ait un, finalement? Oui. Pas le propriétaire. Pas le propriétaire, évidemment. Quoique, parfois, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Bien, astuce pour la santé publique. C'est ça, une bonne astuce pour la santé publique. En fait, dans l'arsenal qui nous est offert, ça dépend un petit peu de l'environnement. Puis pour ne pas rentrer dans tous les détails, le collier, les applications topiques de permétrine sont très intéressantes parce qu'il y a un côté répulsif. Les tiques sautent sur l'animal et finalement, pour une raison, ils vont être paralysés dans certains cas, vont tomber rapidement de l'animal. Les autres médicaments qu'on donne par la bouche sont intéressants parce qu'ils vont tuer aussi la tique. Fait qu'il y a plusieurs produits. Selon si vous avez un chat, par exemple, à la maison, il y en a peut-être des produits qui vont être plus favorables parce que les permétrines, sont très toxiques pour les chats. Il ne faudrait pas que le client se trompe, l'applique sur le chat, par exemple. Fait qu'il y a plusieurs produits qui nous sont offerts, mais de dire est-ce qu'on a besoin de prévenir nos animaux, définitivement. Docteur Blais, très intéressant, merci infiniment. Je passe maintenant au docteur Rémi Froment, qui est médecin vétérinaire et spécialiste en pathologie. Docteur Froment, de quelle façon peut se faire le diagnostic de cette maladie chez les animaux, par exemple? Alors, c'est sûr que la question du diagnostic est très importante, puisque si un clinicien a une suspicion clinique, ce qu'il va vouloir faire, c'est confirmer que la maladie est bien présente pour son animal. Il existe plusieurs tests qui peuvent mettre en évidence soit que l'animal a été infecté mais ne l'est plus, ou alors qu'il est éventuellement encore infecté au jour où l'animal est en clinique. En raison de la popularité d'un certain test, je pense qu'on va pouvoir parler plus longuement du fameux SNAP test 4DX. Donc, c'est son nom, commercialisé par la compagnie IDEXX. Et ce test-là, outre le fait qu'il permet de diagnostiquer la présence d'anticorps contre Borrelia, donc la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme, il permet également, mais ça c'est un aparté, de diagnostiquer une exposition, par exemple, à des vers du cœur ou d'autres pathogènes comme Anaplasma ou Ehrlichia, comme Dr Blais l'a mentionné un petit peu plus tôt. Donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit pour le SNAP test 4DX, encore une fois, il est
quand même très performant et très populaire, connu probablement par tous les praticiens qui vont écouter l'émission. Son objectif de ce test-là, c'est d'identifier dans le sang de l'animal la présence d'anticorps qui vont cibler une protéine à la surface de la Borrelia, mais pas n'importe quelle protéine. Il faut savoir que Borrelia, c'est le master du déguisement. Donc, son objectif à elle, c'est d'échapper au système immunitaire. Donc, elle va essayer tout le temps, au cours de sa vie, pendant l'infection, d'échapper au système immunitaire. Une des techniques pour le faire, c'est de changer des petites données sur quelque chose qu'elle a à sa surface, qui s'appelle la protéine VLSE. Donc ça, c'est un problème. Ce n'est pas très intéressant de détecter ça. Par contre, cette protéine VLSE, elle a une partie constante qui s'appelle le peptide C6. Et le SNAP-test 4DX a pour objectif justement d'identifier la production d'anticorps envers ce peptide C6 et donc finalement d'identifier que l'animal présente une Borrelia dans son organisme qui est métaboliquement active. Donc ça, c'est vraiment le test le plus important aujourd'hui. C'est intéressant également de noter que ce SNAP-test 4DX qui identifie les anticorps contre C6 ne devrait pas présenter de réaction croisée dans le cas de vaccination. Alors, pourquoi c'est important de le dire? Parce que la vaccination a un autre objectif, c'est-à-dire qu'on va donner à un animal, pour prévenir la maladie de Lyme, un autre peptide, qui est également un peptide de surface de Borrelia, qui s'appelle l'OSPA. L'animal va développer, suite à cette injection d'antigène OSPA, des anticorps contre OSPA. Et dans l'éventualité où l'animal va être piqué ou mordu par une tique, la tique va se nourrir du sang qui contient les anticorps contre OSPA, et ceci va aller neutraliser la borrélie qui est dans le système digestif de la tique. Est-ce que, parce que là, je vois qu'il y a une multitude de tests qui peuvent être faits, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les tests sont fiables ou est-ce que ça reste encore à prouver ou à déterminer? Absolument. Donc, si on revient sur le SNAP-test 4DX, parce que c'est celui qui est le plus populaire, il faut quand même comprendre qu'il y a une différence entre la performance d'un test. Donc, la performance d'un test, ça se définit par la sensibilité du test et la spécificité. Donc, sans revenir aux définitions, c'est la capacité qu'il a à déterminer des malades parmi des malades ou des non-malades parmi des non-malades. Donc, ça, c'est vraiment la définition. Et puis, il y a une différence à faire avec la valeur prédictive positive de ce test. Donc la sensibilité, la spécificité, c'est vraiment uniquement dépendant du test, alors que la valeur prédictive va être, elle, dépendante de la prévalence, c'est-à-dire de la quantité vraiment d'animaux qui sont vraiment atteints dans une région. Plus la prévalence est faible, donc on pense au Québec que c'est à peu près 1% la prévalence, avec des régions qui ont des prévalences plus élevées. Plus la prévalence est faible, plus la probabilité, la valeur prédictive positive d'un test positif est faible. C'est-à-dire qu'avec une prévalence de 1%, la valeur prédictive positive est d'environ 14%, alors qu'avec une prévalence à 25%, on a une valeur prédictive positive qui est à 86%. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de questions qui vont provenir de la salle. À vous la parole. Bon, la première question s'adresse à Dr. Layton. Dr. Layton, est-ce que vous avez des statistiques pour nous dire combien de pourcentage de tiques au Québec sont porteuses de la borréliose? Oui, ben, le chiffre change d'année en année, mais typiquement, c'est entre 10 et 15 chez les adultes. Ensuite, chez les nymphes, c'est un peu moins élevé. Donc, on n'est pas rendu à la situation des États-Unis où ça peut être au-delà de 25, même voire 50 dans certains endroits. Par contre, une bonne partie des tiques que nous voyons qui sont infectés pourraient encore provenir des États-Unis via les oiseaux migrateurs qui apportent des tiques à chaque printemps et ces tiques peuvent être infectées. Donc, c'est un peu complexe parce que l'infection chez les tiques, on va dire, québécoises, il y a un petit retard dans le cycle parce qu'en fait, les tiques arrivent, mais il n'y a pas encore Borrelia chez les rongeurs. Donc, les tiques, eux, en fait, ils ne passent pas l'infection à leurs petits. Là. Les œufs ne sont pas infectés. Donc, les tiques qui s'installent sont des populations qui ne sont pas infectées à la base. Donc, ça prend un petit peu de temps pour que Borrelia s'installe aussi dans la région, puis les prévalences chez les tiques montent. Donc, on est encore dans cette situation où, au Québec, la prévalence est en train de monter chez les tiques, mais on est loin de la situation aux États-Unis.
Oui, j'ai une question aussi qui s'adresse plus à Dr Blais. Quelle est votre position sur le traitement de chien qui serait asymptomatique, mais positif à la maladie de Lyme? C'est une question qui est importante parce que dans le contexte du test qu'on a, souvent, le test va être effectué pour tester pour les vers du cœur. Hein? Donc, c'est absolument accidentel de détecter si l'animal, finalement, est positif ou non pour la maladie de Lyme. Puis les vétérinaires nous appellent souvent avec ce genre de questions-là. La première chose que je pose comme question, c'est quel est le but de traiter, dans le fond, un animal asymptomatique? Est-ce que c'est de l'envoyer dans un état de latence, c'est-à-dire d'absence de signes cliniques, dans lequel il est déjà? Il faut savoir en fait, la réalité, c'est qu'on sait que même qu'en traitant avec l'antibiotique, la doxycycline, il y a des études qui ont montré qu'un gros pourcentage de chiens vont rester, en fait, positifs au PCR, mais aussi à la culture pour la Borrelia. Donc, l'élimination complète est très questionnable de la maladie en soi. C'est là qu'on se pose la question, à quoi ça sert de donner la doxycycline si on ne l'élimine pas, si l'animal n'a déjà pas de signes cliniques? Donc, ça sert à quoi d'aller le pousser dans l'état sans signes cliniques? Puis sans compter le fait que si on se met à traiter, si on se retrouve avec des séroprévalences de 25 %, qu'on se met à traiter tous ces chiens-là asymptomatiques avec de la doxycycline, on va finir par parler de résistance bactérienne potentiellement, puis il y a des effets, évidemment, secondaires à la doxycycline en soi. Fait qu'il n'y a pas de grands arguments pour le traitement d'un chien asymptomatique. Dernièrement, il y a un argument peut-être un petit peu plus fort qui est sorti, où est-ce qu'on sait que le taux d'anticorps contre Borrelia corrèle aussi avec le taux de complexe immun en circulation. Pourquoi c'est important? C'est que cette fameuse néphrite de Lyme qu'on a parlé tantôt n'est pas tant causée par la bactérie, mais par la formation de complexes immuns. Et si je sais que le taux d'anticorps corrèle et que je sais qu'en donnant de la doxycycline, je suis capable de faire baisser ce taux d'anticorps-là, bien, logiquement, je devrais faire baisser les taux de complexes immuns. Donc, peut-être que je diminue les risques de développer des conséquences sérieuses comme la néphrite de Lyme. Ce n'est absolument pas prouvé. Puis il faut savoir qu'à peu près 30 % des chiens qui développent la néphrite de Lyme ont en fait eu des traitements à la doxycycline. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à prévenir quoi que ce soit. Bref, ma position, c'est on ne traite pas un chien qui est asymptomatique. Merci. Est-ce que Dr Chénier a d'autres questions? Oui, certainement, justement, qui va dans le même sens. Est-ce qu'on traite un chien symptomatique? Bien, certainement qu'on traite un chien symptomatique. Puis, symptomatique peut dire une simple boiterie. C'est sûr que ce qui est intéressant au Québec, c'est que la séroprévalence étant très faible, bon, il faut premièrement se questionner sur est-ce qu'on a un faux positif, mais quand on a des signes cliniques, on n'est pas comme dans des environnements où est-ce que le 3/4 de la population, bien, pas le 3/4, mais le quart de la population est positif aussi, puis qu'on se demande si la boiterie est réellement causée par ça. Fait que oui, on traite les chiens qui sont cliniques. La grande question, c'est pour combien de temps? Et ça, la réalité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. On pense qu'une dose de 10 mg par kilogramme par jour pour 4 à 6 semaines serait une dose avisée, mais on sait très bien qu'il y a des infections qui semblent vouloir revenir par après chez certains chiens, puis c'est là qu'il manque beaucoup de données. Docteur Froment, j'imagine que ça va prendre beaucoup plus de tests encore. Pas forcément. En fait, probablement le Dr Blais pourrait en parler également. Donc, certains tests, SNAP test, 4DX, vont être positifs pour le fameux anticorps contre C6. Et puis, si on veut aller le confirmer, on peut faire... Ça, ce serait plutôt... Donc, le SNAP test 4DX va être un test qualitatif. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et on peut aller faire un autre type de test qui est un dosage quantitatif de ces fameux anticorps C6. Alors, tout le monde ne s'entend pas encore, mais apparemment, suite à un traitement antibiotique, le taux ou la quantité d'anticorps contre C6 aurait tendance à diminuer une fois que le traitement est mis en place. Donc, ce serait un test qui permettrait de monitorer l'efficacité du traitement. Docteur Chénier? Oui, j'ai une autre question bien, qui va un peu s'adresser à tout le monde. Dans le fond, d'accord, vous avez parlé de nymphes, on a parlé des adultes. Alors, si une tique est enlevée par le maître, vous avez parlé, Dr Blais, de manipuler notre chien, tout ça. Quels sont les risques qu'on a de contracter la maladie? Et puis, si une nymphe qui pique le chien, on parle d'à peu près 36 à 48 heures pour que la borréliose se rentre dans les glandes salivaires, mais je l'enlève, par exemple, sur mon dragon, est-ce qu'elle peut me repiquer et me transmettre la maladie de Lyme? Je ne sais pas si...
Dr. Layton? Je peux me lancer, puis vous allez rajouter au besoin. Est-ce que c'est possible? Ben, quel est le risque? En fait, moi, je dirais le risque associé avec les chiens, principalement, ça serait qu'une tique qui n'a pas encore piqué de chien, qui se balade encore dans les poils, finisse sur le maître puis le pique. Une fois qu'une tique commence à piquer puis qui s'installe, ben, on a eu les témoignages, là, sont bien enfoncés puis ça ne s'enlève pas tout seul. Puis bien que ça soit possible, que ça se passe exceptionnellement et puis qu'éventuellement il puisse repiquer le maître à ce moment-là, c'est très peu probable, dans mon expérience en tout cas. Et puis, effectivement, s'ils s'étaient nourris pendant 48 heures, la Borrelia pourrait être dans les glandes salivaires, ils pourraient transmettre, mais ce n'est pas un cas très fréquent, je dirais. Est-ce que vous pourriez ajouter? Puis, justement, quand on enlève une tique qui est gorgée, hein, surtout parce qu'après 24-48 heures, elle va commencer à être grosse, ils sont un petit peu endormis, puis ils n'ont pas la rapidité d'esprit, souvent, on dirait, de remordre. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais j'ai lu que les tiques, quand ils commencent à se nourrir sur une espèce, ils viennent finir leur repas sur la même espèce. Mais disons que ça se passe, là, que le propriétaire enlève une tique, le vétérinaire enlève une tique qui est gorgée. Donc, ça veut dire que ça fait un bon 24 heures qu'elle est présente. La Borrelia est possiblement rendue au niveau des glandes salivaires. Et dans l'éventualité où est-ce qu'elle décidait de remordre la personne, est-ce qu'il y a des risques? Oui, mais on devient très théorique. Si ça se passe sur le coup, vous l'avez dans les mains, c'est pas, on parle plus de la nymphe qu'on s'est pas rendu compte qu'elle nous a piqué. On parle de la tique qu'on s'est rendu compte qu'elle nous a piqué. Bien, c'est un moment important d'appeler pas notre vétérinaire ce coup-là, mais notre médecin humain pour lui dire qu'on vient de se faire piquer mordre par une tique qui était déjà gorgée. Il faut savoir qu'en médecine humaine, c'est très bien établi qu'une dose de doxycycline donnée à 72 heures de la morsure d'une tique comme ça va vraiment prévenir, je me souviens plus du chiffre exact, mais jusqu'à quasiment 80 là, la transmission de la maladie de Lyme. Donc, cette zone-là est quand même une zone cruciale. Fait qu'on est dans l'hypothétique des hypothétiques des hypothétiques. Et puis, il faut s'en rendre compte à temps. Bien, c'est ça. Quand on s'en rend compte qu'il y a une grosse tique, on appelle notre médecin humain, puis on est capable de prendre la doxycycline à ce moment-là. Docteur Froment, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? J'irais dans ce sens-là. Le risque est quand même très faible, je pense. Oui. Docteur Chénier? Une autre question, on parle beaucoup de vaccination chez les chiens pour la prévention de la maladie de Lyme. Alors, c'est un peu controversé comme sujet. J'aimerais avoir votre opinion, Dr. Blais. C'est certain que quand on voit des sondages, même la MVQ a fait un sondage pour dire pour ou contre la vaccination, je pense qu'on ne peut pas être aussi drastique que ça dans notre réponse. Puis tantôt, en fait, j'ai pas eu le temps d'élaborer, mais on ne peut pas parler de prévention sans mentionner le fait qu'il y a des vaccins qui sont disponibles. Par contre, quand on pense à aller utiliser des vaccins, il faut se poser des questions. Hein, c'est quoi la fréquence de la maladie? C'est quoi sa sévérité? Est-ce qu'elle est traitable? Est-ce que l'animal est capable d'avoir une immunité naturelle qui est efficace? On a parlé tantôt de transmission. Est-ce qu'il y a un risque de zoonose? Puis est-ce que ce vaccin-là est dispendieux ou non? Est-ce qu'il est sécuritaire? Si on pense à la maladie de Lyme, j'espère vous avoir convaincu, en fait, que 5 à 10 de quoi? Peut-être une séroprévalence de 1 à 2 de chiens au Québec. Ce n'est pas beaucoup de cas en ce moment de maladie de Lyme. En même temps, quand on parle dans des régions où est-ce que la séropositivité est plus proche de 25 même voire 50 bien, un 5 à 10 de cette population-là, ça commence à être un plus gros chiffre. Quel est le chiffre clé pour dire que la vaccination, ça commence à faire du sens de l'utiliser? Je n'ai pas la bonne réponse, mais je pense qu'il y a d'autres questions qu'il faut se poser aussi. C'est est-ce que c'est sévère? À proprement parler, la plupart des signes cliniques sont auto-limitants dans bien des cas, à part cette fameuse néphrite de Lyme-là. Est-ce que c'est traitable? Oui, dans la plupart des cas, sauf qu'on sait que la bactérie est peut-être difficile à éliminer. La problématique, c'est qu'on sait que les chiens n'ont pas une bonne immunité naturelle. Fait que c'est sûr que c'est intéressant. Fait que pour faire une réponse un peu simple et pas si simple que ça, les universités où j'ai travaillé, que la séropositivité était de 25 ne le recommandaient pas, le vaccin. Par contre, il y a d'autres universités avec la même séropositivité, par exemple à Cornell, qui vont le recommander.
Des informations fort éclairantes. Dr Blais, merci infiniment. Dr Froment, Dr Layton, merci Dr Chénier. Et après la pause, nous recevons 2 autres invités qui vont nous dire si effectivement la situation, parce que certains prétendent que la situation est peut-être vraiment grave, est-ce que c'est exact? Depuis le début de l'émission, nous apprenons effectivement que nous devons prendre au sérieux l'émergence de la maladie de Lyme chez les animaux, mais aussi son impact chez les humains. Mais du côté des animaux, alors j'aimerais bien savoir, j'ai bien hâte de savoir si notre ami Dragon ici, qui est sage, qui est fantastique, vraiment, c'est un ami brillant, mais est-ce qu'il doit s'inquiéter de la maladie de Lyme? Alors avec nos 2 invités, nous allons savoir si effectivement la situation est aussi grave que l'on peut le penser. Tout d'abord avec le Dr Nicolas Ogden. Bonjour, Dr Ogden. Bonjour. Vous êtes chercheur principal au Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique de l'Agence de la santé publique du Canada. Alors, est-ce que effectivement la maladie de Lyme est en progression au Canada? Oui, c'est certain. On a commencé avec faire des analyses de risque pour le futur, mais maintenant c'est une réalité. Le risque pour la maladie de Lyme existe actuellement dans le sud de Colombie-Britannique. Et il y avait depuis longtemps un risque là-bas, mais il y a un tic différent. C'est un tic qui n'est pas très efficace comme vecteur et le risque d'infection est bien répandu, mais c'est plus faible. Mais pour nous, la chose qui est notre... le point chaud, c'est l'émergence plus dans l'Est et les provinces centrales du Canada. Et cette émergence de la maladie de Lyme, c'est lié aux progressions de la tique Ixodes scapularis, la tique à pattes noires, qui est en train de s'établir dans le sud des provinces de Manitoba, Ontario, comme sur la carte ici, Ontario, Québec, et dans certains endroits en Nouveau-Brunswick et au Nouvelle-Écosse. Il y a un risque un petit peu plus large lié au tic dispersé des populations établies de la tique par les oiseaux migrateurs, mais le risque est tellement plus faible. Le risque principal, c'est où on a la tique établie. Dr Ogden, est-ce qu'il y a des régions quand même qui sont plus affectées que d'autres? Oui, certainement. Il y a les régions, comme je dis, où le tic est devenu établi, ça produit c'est en train de se reproduire, ça produit les tiques sont plus abondantes là. Il y a aussi des immatures et surtout les nymphes infectées, possiblement capables de transmettre l'infection chez les humains. Mais l'étendue et ça agrandit tout le temps. En ce moment, on a mis en place une surveillance pour les cas humains avec nos partenaires provinciaux et territoriaux. Et on a aussi des méthodes de surveillance pour comprendre l'étendue plutôt de la risque dans l'environnement. Avec l'intention d'identifier les régions à risque, les populations à risque, avant un grand nombre de cas. Donc, l'Agence de la santé publique prend au sérieux ce phénomène? Oui. La maladie de Lyme est devenue une maladie à déclaration obligatoire en 2009. Donc, nous avons dès 2009 des chiffres. Et on a constaté, comme sur le tableau ici, le nombre de cas a monté de 140 en 2009 jusqu'à presque 700 en 2013. Donc, pour la plupart, c'est les cas acquis dans les zones où la tique est devenue établie au Canada. Et pour la plupart, il y avait un certain nombre de cas chaque année acquis ailleurs. Mais le nombre de proportions acquis au Canada a monté aussi.
Dr Ogden, merci beaucoup. Et effectivement, ça semble assez inquiétant. Maintenant, avec nous, le Dr François Milord, médecin conseil à l'Institut national de la santé publique du Québec et également professeur au département des sciences de la santé et communautaire de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a parlé des régions au Canada. Est-ce que, Dr Milord, la maladie de Lyme est en croissance au Québec? Oui, tout à fait. Je pense que la situation au Québec, au fond, reflète ce qui vient d'être mentionné pour le Canada. On a aussi des chiffres qui nous montrent, au fond, au Canada, au Québec, la maladie est surveillée depuis 2004. Alors, on voit que depuis 2004 jusqu'à, disons, 2010, il y avait quand même très peu de cas. Mais à partir de 2010 jusqu'en 2013-2014, on voit une progression importante des cas. Et ce qu'on remarque surtout, c'est le fait que la moitié des personnes l'ont attrapé au Québec, alors qu'avant, les cas étaient surtout le fait de personnes qui voyagent aux États-Unis ou en Europe. Mais disons, dans les dernières années, on voit vraiment la progression de la maladie acquise au Québec. Et quand je parle du Québec, c'est vraiment concentré dans le sud de la province. Par exemple? Bien, en fait, les municipalités qui sont situées le long de la frontière américaine, en Montérégie, en Estrie, ce sont les zones vraiment, exemple, on peut nommer le lac Champlain, mais aussi des grands boisés qu'on va trouver aussi dans le sud de la province, par exemple autour de la ville de Bromont. On peut nommer le Mont-Saint-Hilaire ou le Mont-Saint-Bruno. Montérégie. Montérégie. De plus en plus dans les Laurentides également, apparemment? Pas au niveau des cas chez l'humain. Je pense qu'on voit l'installation des tiques, mais au niveau des cas chez les humains, c'est quand même des tout petits nombres qui ne sont pas acquis en Montérégie. Docteur Milord, vous avez écouté depuis le début de l'émission. On peut se demander si les médecins sont suffisamment informés de la présence de la maladie de Lyme et aussi des moyens de diagnostiquer la maladie. Oui. C'est une question. Hein. On a des doutes. En fait, je le présenterais, vous avez tout à fait raison, c'est un problème crucial là, pour la prise en charge des patients. Je le présenterais un peu comme 3 défis qu'on doit relever par rapport à l'information des médecins. Le premier défi, puis vous allez peut-être trouver que je pars du début, mais c'est de réaliser que la maladie peut être acquise au Québec. Donc, si on remonte 10 ans en arrière, je pense qu'au niveau de la communauté médicale, on ne pensait pas que la maladie pouvait être acquise au Québec. Alors, je pense que ce défi-là a été relevé en bonne partie avec toute l'information qui a circulé depuis les dernières années. Le deuxième défi, c'est le diagnostic de la phase aiguë de la maladie. De plus en plus, encore une fois, par différents moyens, les médecins sont sensibilisés au diagnostic de la phase aiguë, reconnaître la lésion sur la peau, faire le lien, poser des questions à son patient pour faire le lien avec une activité où il y a pu avoir une piqûre de tique. Donc, prescrire le traitement approprié. Je pense que de ce côté-là, on progresse bien. Par contre, le troisième défi, c'est davantage la phase chronique de la maladie ou les atteintes disséminées. Donc, par exemple, quand la maladie atteint le système nerveux, le cœur ou les articulations, à ce moment-là, on voit à l'occasion des retards de diagnostic importants. Et donc, il y a encore beaucoup à faire sur cette partie. Donc, il y a beaucoup à faire, Dr Milord. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire, effectivement, pour mieux sensibiliser le monde médical. Mais il faudra peut-être aussi mieux sensibiliser la population. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Au niveau de la population, en fait, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un ensemble de moyens. Donc, pas miser sur un seul moyen, mais un ensemble de moyens. Alors, c'est important, par exemple, que sur les sites Web de différents organismes publics ou parapublics, on puisse trouver de l'information juste sur la maladie de Lyme. C'est important aussi, par exemple, quand une personne contacte InfoSanté, donc est préoccupée après une piqûre de tique ou est préoccupée parce qu'elle présente certains symptômes, on encourage les gens à contacter InfoSanté 811. C'est important que les intervenants d'InfoSanté aient des bonnes réponses par rapport à la maladie de Lyme. Et peut-être l'autre volet et évidemment les différentes activités qu'on observe dans les médias, qu'ils soient écrits ou électroniques, ça contribue à ça. Mais je pense qu'un des points sur lesquels il faut encore beaucoup travailler, c'est plus l'information au niveau des sites à risque. Par exemple, si vous fréquentez un parc
où on sait très bien qu'il y a un risque de piqûre de tique, il y a un risque de transmission de la maladie de Lyme, il faudrait qu'il y ait de l'information disponible sur le site. Donc ça reste à faire. Et puis je pense, par exemple, du côté du cancer du sein, on place des affiches dans les cliniques médicales. Pourquoi ne pas le faire dans les cliniques vétérinaires et aussi les cliniques médicales? Tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant justement de faire le lien entre la santé humaine et la santé animale parce que on en a parlé, les chiens ou d'autres animaux peuvent justement nous renseigner qu'il y a un risque dans l'environnement que fréquente le propriétaire. Docteur Miller, merci infiniment. Docteur Ogden, maintenant, du côté du docteur Michel Pépin, je pense qu'on a des questions de la salle. Oui, on a justement un invité avec nous. Vous savez, Jocelyne, qu'il existe une association québécoise de la maladie de Lyme, puis on a avec nous son président, M. Francis Renaud. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement l'association? Ça groupe qui exactement? Bien, en fait, c'est une association, dans le fond, qui veut regrouper tous les patients actuellement qui sont atteints ou qui pensent l'être atteints de la maladie de Lyme pour leur donner les ressources, pour les soutenir parce que la maladie est tellement méconnue actuellement qu'il y a un manque de ressources pour englober, autrement dit, le soutien de la personne, autant pour la recherche du diagnostic. Dans certains cas, les gens sont justement en errance médicale depuis des années, que là, justement, ils vont essayer d'obtenir un diagnostic. On essaie de les orienter pour les aider là-dedans. Ensuite de ça, une fois que la maladie a été officiellement diagnostiquée, il y a des traitements qui s'en suivent, qui peuvent avoir des effets parfois difficiles au début, entre autres. Comment faire pour supporter les traitements, les chauds de jarre. On essaie de soutenir, grosso modo, les gens. Vous avez combien de membres dans l'association? Actuellement, on est une très jeune association. On a été incorporé officiellement en septembre 2014. Donc, actuellement, on a seulement une cinquantaine de membres actuellement. Par contre, on est en discutant avec les médecins, on va entre autres du côté américain. On sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui traversent les frontières. Évidemment, on tente de joindre ces gens-là pour les informer, entre autres, que l'association existe, pour pouvoir leur dire que oui, il y a du soutien qui existe. Mais c'est sûr qu'on est encore méconnu, c'est encore une jeune association. Comme la maladie, on est assez nouveau, justement. On est en émergence, nous aussi. Oui. Puis vous avez une question, je pense, à un de nos invités qui vous préoccupait, que vous pouvez vous adresser, le demander. Oui, bien en fait, je ne sais pas lequel des deux pourrait me répondre là-dessus. C'est que, dans le fond, moi, je me demandais, il ne semble pas avoir de consensus quant au délai nécessaire à la tique pour régurgiter la maladie. Quand on va vérifier les études, les délais varient énormément d'une étude à l'autre. Donc, je me demandais si, par rapport à ça, si en plus, il y avait certaines études qui avaient prises en compte, autrement dit, le délai, de quel pourrait être le délai dans le cas d'une tique qui serait en situation de traumatisme. Comme par exemple, quand le réflexe commun qu'un animal, qu'un humain peut avoir, d'aller simplement arracher la tique, de la gratter, puis ainsi de suite, plutôt que de l'enlever délicatement. Il y a très peu de gens qui savent c'est quoi une tique. À première vue, ça va ressembler à une petite araignée. Les gens vont avoir envie de l'arracher. À ce moment-là, est-ce que le temps pour régurgiter la maladie pourrait être accéléré, voire immédiat? Est-ce que c'est possible, ça? Docteur Ogden? Il y a plusieurs questions, mais la première question, c'est est-ce que, normalement, comme on a entendu tantôt, si on enlève le tic qui est attaché avant 48 heures, depuis la tique a commencé de prendre le repas, pour la plupart, ça va éviter l'infection parce que la bactérie doit se développer dans la tique et disperser de l'estomac de la tique dans les glandes salivaires avant que la bactérie puisse être capable d'être transmise. Donc, on a des messages pour le public, une méthode de prévention qui est de s'examiner après avoir déplacé dans les forêts, dans les places à risque, faire des activités de plein air, de prendre une douche, prendre un bain, s'examiner. Si on trouve des tiques, il faut les enlever avec des pinces. Il y a de l'information. Sur le site web de l'agence, sur le site web de l'INSPQ pour donner des renseignements comment faire ça. Mais pour la plupart, c'est un message de santé publique. Ce n'est pas un message pour les médecins de clinique qu'on ne peut pas avoir la transmission avant cette période. Peu de cas peut être acquis avant, mais pour la plupart, cette méthode de prévention va prévenir la
Docteur Miller, avez-vous un petit quelque chose à ajouter? Bien, j'ajouterais qu'au fond, un conseil qu'on donne aux gens qui se sont fait piquer par une tique, c'est de surveiller l'apparition des symptômes, généralement les premiers symptômes, dans les 30 jours qui suivent la piqûre. Donc, au-delà du fait évidemment, on peut être inquiet parce qu'on s'est fait piquer par une tique. C'est important de nettoyer le site de la piqûre après qu'on a enlevé la tique, mais surtout, par la suite, de surveiller l'apparition de symptômes et de consulter au besoin. Et Dr Pépin, vous avez une autre invitée dans la salle. Oui, en fait, il existe une association québécoise, mais ici une association canadienne. On a avec nous sa représentante, Mme Caroline Carrier. Qu'est-ce que c'est exactement CanLyme? CanLyme, dans le fond, c'est la Fondation canadienne Maladie de Lyme qui font beaucoup de recherches au Canada. Moi, je m'occupe ici du Québec, donc je suis bénévole au Québec. Je reçois beaucoup de courriels, beaucoup de téléphones. J'essaie, dans le fond, de guider les gens dès le début, dans le fond, dès leur première crainte, soit qu'ils m'appellent, ils viennent juste de retirer une tique, ils ont une rougeur, ou ils ont des questionnements sur les symptômes. Donc, ils vont sur le site de canlyme.com, puis on peut répondre à plusieurs de leurs questions. Et vous avez justement une question à poser à nos invités? Oui, j'aimerais savoir pourquoi les médecins ne testent pas plus souvent pour des possibles co-infections comme la bartonellose, babésiose et l'anaplasmose. Docteur Miller? Oui, je peux commencer. En fait, je pense que ça serait un 4e défi, peut-être que j'ajouterais aux 3 premiers. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure que la maladie de Lyme progresse sur un territoire, il y a d'autres infections qui peuvent suivre, qui sont transmises par la même tique. Alors, c'est tout à fait juste de dire que si on commence à avoir plusieurs centaines de cas de maladie de Lyme au Québec à chaque année, actuellement, on est autour de 120, 140 cas par année, mais disons qu'au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, ça veut dire à ce moment-là qu'on a plus de risques de trouver des co-infections et donc de tester pour les co-infections. Mais j'avoue qu'au niveau des médecins de première ligne, c'est une information qui est, je pourrais dire, peu connue. Je pense que les médecins spécialistes qui connaissent un peu plus le sujet vont savoir quoi faire, mais je suis tout à fait d'accord qu'au niveau des médecins de première ligne, ce n'est pas du tout un réflexe de tester pour les co-infections. Dr Ogden? C'est effectivement la même réponse. C'est rare, les co-infections, potentiellement, parce que pour la plupart, anaplasmose et babesia, des autres pathogènes, il y a une prévalence très basse chez les tiques en comparaison avec les Borrelia burgdorferi, la bactérie de maladie de Lyme. Mais c'est faisable. Et je pense que Dr Chénier a une intervention. Oui, une question qu'on se demande, les vétérinaires, c'est la valeur des tests en médecine humaine, les tests de détection de la maladie de Lyme. Qu'en pensez-vous? C'est un autre sujet un peu controversé. Il y a plusieurs tests. Alors, quelle est votre opinion? En effet, c'est un sujet qui n'est pas simple. En fait, actuellement, les tests qui sont utilisés au Québec sont les mêmes à la grandeur du Canada et suivent les recommandations aussi américaines par rapport à l'approche pour tester la maladie de Lyme. Essentiellement, on parle d'un test sanguin pour lequel on va faire d'abord un premier test de dépistage qui correspond un peu à la recherche des anticorps contre la protéine C6 dont on a parlé un peu plus tôt. Mais ce test-là doit ensuite être confirmé par un deuxième test qu'on appelle Western blot. Alors, c'est la procédure qu'on suit actuellement au Québec et au Canada. Ces outils-là ne sont pas parfaits, donc effectivement, ce sont des outils qui peuvent être, on pourrait dire, faussement négatifs, c'est-à-dire qu'un test pourrait être négatif et la maladie de Lyme est quand même présente. Donc, malheureusement, dans un sens, les outils diagnostiques disponibles actuellement au niveau de la santé humaine sont à améliorer. Docteur Miller, Docteur Ogden, merci infiniment. Vous vous souvenez, au début de l'émission, je vous ai parlé du concept « Un monde, une santé, une médecine ». Eh bien, Docteur Pépin, vous avez 2 personnes qui vont développer un petit peu ce concept.
on voulait vous présenter pour clore ce débat ce témoignage qui est vraiment intéressant parce qu'on a le cas où la médecine vétérinaire s'est mariée avec la médecine humaine dans le cas très précis d'un chien qui était amené chez un vétérinaire et c'est cette vétérinaire-là qui a vraiment allumé une lumière. Donc, Marie-Christine Leduc, bonjour. Bonjour. Voulez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé? On vous a apporté, une cliente est arrivée avec son chien et son chat, puis vous avez trouvé ça un petit peu étrange, puis vous avez posé des questions. Effectivement, Mme Brochu est venue me voir en consultation pour me parler des symptômes que les membres de sa famille, ses enfants, avaient. Puis j'ai recommandé qu'on fasse des tests pour certaines zoonoses et aussi pour la maladie de Lyme. Puis on a eu des résultats positifs pour la maladie de Lyme sur Coco, le chien de la famille. On a aussi pris une tique qu'on a retrouvée dans leur environnement, puis on l'a envoyée la faire analyser, voir si elle pouvait être vecteur de la maladie de Lyme. On l'a envoyée au MAPAC. On a pris tout le dossier, les résultats, puis on les a envoyés aux médecins de la famille pour essayer de les aider un petit peu à avancer là, dans leur démarche diagnostique. On a plus utilisé leurs animaux pour obtenir des données épidémiologiques pour savoir si la maladie de Lyme était présente dans leur environnement. Donc, les animaux n'avaient pas de symptômes, là? Au départ, non. OK. Quelques mois plus tard, Coco a commencé à avoir de la boiterie. OK. Mais au départ, quand elle est venue nous voir, non, il n'y avait pas de symptômes du tout. Puis Coco, est-ce qu'il y a eu un traitement? Comment ça s'est passé? Ou les symptômes sont disparus? On n'a pas fait de traitement sur Coco. Puis, malheureusement, maintenant, ils sont décédés. OK. Puis, on a procédé à la nécropsie pour aussi avoir plus d'informations par rapport à Donc, ça. ils ont été envoyés à Saint-Hyacinthe pour faire une autopsie. Là. Exactement. On attend les résultats. Exactement. OK. Bon, merci beaucoup. Madame Brochu, c'est ça, c'est votre cas à vous. C'est très, très particulier. Là. Docteur Leduc vous a mis sur la piste. Vous avez été voir votre médecin avec ce dossier-là. Quelle était sa réaction quand vous lui avez dit que mon vétérinaire peut-être aurait trouvé ce que j'avais comme problème? En fait, on est suivi par plusieurs médecins, Oui. mais un de ces médecins-là en particulier a vraiment ouvert une porte. Les symptômes, étant donné qu'ils avaient commencé avec un de mes garçons, ils ont commencé à faire les sérologies par mon garçon. Puis les enfants, au fur et à mesure qu'il y avait des symptômes, des sérologies ont été effectuées à ce moment-là. On est encore en investigation. On est encore en attente de résultats parce que plusieurs sérologies qui sont revenues négatives, mais une est revenue positive à une sérologie ELISA. Donc, les tests ont été répétés. Donc, on continue dans cette direction-là à investiguer. Puis, j'ai deux de mes garçons aussi qui sont revenus positifs à une co-infection qui est la bartonellose. Donc ça, dernièrement. Là. Et un de vos enfants, avec quel âge les enfants? En fait, les enfants, quand ça a commencé, j'avais mon bébé qui avait 1 an, mon garçon 5 ans, une de mes filles 8 ans et l'autre 9 ans au début des symptômes. Puis, je pense que vous avez un de vos garçons qui a même été hospitalisé. Oui, à 2 reprises. OK. Donc, les symptômes étaient relativement graves. Assez, oui, effectivement. OK. Puis, est-ce que ça va mieux? Pas vraiment encore. Ah, non, c'est ça. Ça dure depuis une bonne année, là. Même un petit peu plus, là. Bon, vous souhaite bonne chance là, pour vous et votre famille. Puis ça conclut, Jocelyne, vraiment notre émission qui, vraiment, ça explique pourquoi les médecins vétérinaires et les médecins doivent travailler de pair pour toutes les maladies où il y a un risque que les deux soient victimes. Merci, Dr Pépin. Eh bien, on en apprend des choses, mon dragon. Hein? On en a appris des choses. J'espère que tu es un peu plus rassuré. Alors, restez avec nous. La conclusion tout de suite après cette pause. Hein, dragon? Nous avons eu une émission extrêmement instructive, fort généreuse de la part de nos invités. Alors, un merci beaucoup à tous ces invités. Merci aussi aux gens de la salle. Vous avez été un public extraordinaire. Mais un tantinet moins bon public que Dragon. Non, non, c'est une blague. Et Dr Pépin, ça a été fantastique d'animer cette émission avec vous. Et bien sûr, avec Dragon, qui a été un fidèle spectateur. Ouais. Merci, Jocelyne, pour votre travail. C'est très apprécié. Très grand professionnalisme. Puis ça donne beaucoup de crédibilité à notre émission. Fait qu'on l'apprécie énormément. Puis si, à la maison, vous allez en forêt, mais faites attention, autant pour vous que pour vos animaux. Et n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire et à votre médecin aussi. Les deux peuvent vous aider. Merci. À la prochaine. À la prochaine.